Internautes de CNews, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Exclusive. Nous recevons M. Moussa Tine. Moussa Tine est membre de l'Alliance Pencou et aussi membre de la coalition électoraliste Manko Taxawu Sénégal. M. Tine, bonsoir. Bonsoir. Le 30 juillet a vécu avec son lot de désagréments dans l'organisation des élections. Avant, c'était une campagne électorale habillée de violence. Vous, quelle lecture faites-vous de tout cela? C'est vrai que nous n'avons jamais eu un scrutin comme celui-là. C'est vrai qu'on se rappelle encore du scrutin de 1996. Mais même en 1996, on n'avait pas eu les mêmes problèmes. Et les problèmes qu'il y avait en 1996 ont pu être corrigés. Ces élections ont été tenues en violation du droit de suffrage des Sénégalais. En démocratie, il y a toujours l'égalité entre tous les citoyens. C'est-à-dire que chacun a le droit d'aller voter. Pour la première fois au Sénégal, on est allé dans un scrutin où par la faute de l'administration, certains de nos concitoyens n'ont pas pu disposer de leur carte d'électeur. Et même des gens qui avaient reçu leur carte d'électeur n'ont pas pu voter. Parce que simplement, ils n'étaient pas sur les listes. Parce que simplement, quand ils sont présentés dans les bureaux de vote habituels, on leur a dit qu'effectivement, qu'ils ne pouvaient pas voter. La deuxième chose, c'est que ce scrutin-là aussi s'est tenu en violation de toutes les règles connues. C'est-à-dire que pour la première fois dans le monde, un avis du Conseil constitutionnel a pu modifier la loi électorale. À 6 mois avant l'élection. À 3 jours avant l'élection. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un simple avis modifier une loi électorale. Les Sénégalais ne mesurent pas d'ailleurs la gravité encore de cette affaire-là. Parce que c'est aussi grave qu'un assassin qu'on va juger à l'Assemblée nationale. Ou un criminel un délinquant en tout cas qu'on va aller juger à l'Assemblée nationale. Le juge ne fait pas la loi. Le juge ne peut pas modifier une loi. Dans notre cas de figure, c'est le juge constitutionnel, non pas par une décision, mais par un simple avis, à lui demander par le président de la République. C'est-à-dire sans qu'il y ait une autre partie, c'est lui seul. Et il répond, il dit qu'il est d'avis qu'on peut faire telle chose. On a considéré que cet avis-là a pu modifier la loi électorale et permettre à des gens qui ne disposaient pas de carte d'identité CEDEAO d'aller voter. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'étiez pas présent lors des différentes rencontres entre ministères et partis politiques? Il n'y a pas eu de rencontre entre le ministère et les partis politiques. C'est-à-dire que les accords qu'on a eus durant les discussions, durant la concertation autour du ministère de l'Intérieur, n'ont d'ailleurs pas été respectés par le ministère de l'Intérieur. En pleine concertation, le ministère de l'Intérieur a pris sur lui d'aller déposer en fait un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour mettre en charge un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore actées dans le cadre des concertations que nous avons vues. Donc je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut appeler un scrutin. Du moins, en tout cas dans les pays ou dans les régions où l'APR était censé être faible. Parce qu'on n'a pas eu ce genre de problème-là ni à Fatick, on n'en a pas eu dans le Fouta, on n'en a pas eu dans le Matam, dans tous les fiefs de l'APR, il y a eu une bonne distribution des cartes d'électeurs, il y a eu un scrutin normal. Ce n'est que dans les villes où en fait... À Touba par exemple, comme et à Mbour, c'est un sabotage. À Dakar, à Pékin, à Guédiawaye, à Rufisque, là où en fait l'opposition était censée être forte, on a procédé à un sabotage systématique du scrutin depuis le retrait justement des cartes d'électeurs. Donc il y a effectivement là une rupture d'égalité, non seulement une rupture d'égalité géographique dans la mesure où les départements n'ont pas eu les mêmes chances, mais aussi une rupture d'égalité citoyenne. Parce que simplement, les citoyens n'ont pas eu également droit de suffrage. Voilà exactement ce qui s'est passé. La deuxième chose qu'il y a eu, effectivement, c'est durant tout le cours de la campagne électorale, on a assisté à la violence, on a assisté aussi à une rupture d'égalité. Parce que durant toute la campagne, on a vu en fait des publics reportages payés par le parti au pouvoir pour justement faire une ça c'est légitime. Non, c'est pas légitime parce que c'est interdit par la loi. Ce n'est pas une affaire d'interprétation ou d'appréciation personnelle. La loi interdit toute forme de campagne déguisée. Lorsque le président de la République va inaugurer, ou lorsque le président de la République va à Mbour, à Fatick ou quelque part, dans la période pré-campagne et durant la campagne électorale, effectivement, ça s'appelle de la campagne déguisée et c'est puni par le code électoral. Que lui maintenant veuille aller faire campagne, d'abord il y avait une jurisprudence de la Cour d'appel qui l'interdisait, son image était là sur tous les panneaux publicitaires, c'était interdit par un arrêt rendu par
par la Cour d'appel depuis 2012. Donc en réalité, on a assisté durant tout le cursus électoral, depuis la campagne électorale, à une violation systématique, répétée, régulière, permanente. Maintenant, concernant la violence, on vous a souvent accusé d'être à l'origine de cette violence-là, notamment à Grand Yoff, à Guédiawaye. Non, pas du tout. Je pense que d'abord la violence n'a pas été d'abord une violence interpartie. C'est une violence qui a commencé à l'intérieur de l'APR, à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar. Et la deuxième chose qu'il y a eu, c'est maintenant après que les gens ont voulu jouer sur l'intimidation. Non pas d'ailleurs dans des villes où eux ils étaient, mais c'est dans les villes où l'opposition était forte, notamment Manko Taxawu Sénégal. C'est dans ces cadres-là et dans ces villes uniquement qu'on a assisté à de la violence. Écoutez, vous ne pouvez pas, dans le cadre-là, c'est-à-dire qu'il y a eu de la provocation. Effectivement, quand vous arrêtez quelqu'un qui habite un quartier, un fief, et vous avez quelqu'un qui a l'envergure de Youssou Ndour, qui quitte en fait sa tournée internationale en Europe, juste pour venir se promener dans le quartier d'une personne qui est arrêtée à Rebeuss, effectivement, c'est de la provocation. Et quand vous provoquez en fait les masses, il y a souvent de la riposte. Mais il était aussi dans son droit. Que je suis en train de justifier tel ou tel autre acte, mais même en droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'excuse de provocation. Vous ne pouvez pas provoquer des gens. Lorsque vous provoquez en fait des gens, s'il y a une réaction, même lorsque la réaction est délictuelle, le droit pénal considère qu'il n'y a pas eu de faute. D'accord, ça c'était avant, dans la campagne, avant l'élection même. Maintenant, les journaux ont parlé, il y a des résultats, vous contestez. Quels sont vos arguments? Alors, ce n'est pas seulement que nous contestons. Moi, je considère d'ailleurs que souvent, il y a eu ce qu'on appelle non-élection. Vous ne pouvez pas faire une élection où vous avez une différence de voix officiellement de 2000 et quelques voix, alors même que vous avez fait voter 7384 personnes avec des ordres de mission. Ça, c'était uniquement à Dakar? À Dakar, simplement à Dakar. 7384 personnes. Mais c'est justifié par des ordres de mission de militaires, de journalistes et autres? La loi ne parle pas d'ordres de mission de militaires. La loi est très claire à ce niveau-là. Non seulement il faut des ordres de mission, mais les ordres de mission doivent être épinglés au procès verbal, ce qui n'est pas le cas, et le titre de la personne qui en a bénéficié aussi doit figurer, ce qui n'est pas aussi le cas. Donc quand vous avez effectivement cette élection-là, évidemment, il faut être très clair à ce niveau-là. Évidemment, la Cour d'appel ne peut pas le faire, mais le Conseil constitutionnel ne peut faire rien d'autre qu'annuler justement ces procès-verbaux-là. Ou il annule l'ensemble des procès-verbaux, il annule tout le scrutin au niveau de Dakar. C'est ça en fait la chose qui se passe. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas continuer à couvrir une violation systématique de la loi. Regardez d'ailleurs ce qui s'est aussi passé à Touba. Aujourd'hui, c'est le voleur qui crie au voleur à Touba. Vous allez à Touba, vous savez que vous allez perdre Touba. Vous vous débrouillez. Est-ce que vous pouvez imaginer une seule fois que quelqu'un puisse aller faire des élections à Guédiawaye en oubliant les bulletins de vote de Malick Gakou? Est-ce que vous pouvez faire des élections à Thiès en oubliant les bulletins de vote de... C'était à dessein pour vous? Comment on peut aller à Touba en oubliant le bulletin de vote d'Abdoulaye Wade? Comment c'est imaginable? Donc les gens ont voulu faire de la provocation, comme lors du référendum. Lors du référendum, pour éviter que l'écart soit grand, ils avaient fermé une centaine de bureaux de vote à Touba. Cette fois aussi, les gens se sont débrouillés pour faire voter le maximum, pour se débrouiller pour que le maximum de gens ne votent pas à Touba. Voilà exactement ce qui se passe. À Dakar aussi, c'est la même chose qui s'est passée. Non seulement vous faites une rétention des cartes d'électeurs, premièrement. Deuxièmement, nous avons une différence de 16 000 et quelques entre le fichier qui a été remis à Manko Taxawu Sénégal et le fichier qui était remis aux gens de Benno Bokk Yakaar et de Bokk Yakaar et le fichier qui était détenu par les gens de la Sénat. Donc il y a eu en fait un besoin, une tentative de museler d'abord nos appareils politiques, mais de museler aussi les gens qui étaient censés voter pour nous. Et en plus de ça, on a fait voter irrégulièrement des gens. D'accord. Votre plénipotentiaire, Déthié Fall, vice-président de Rewmi, a annoncé le recours. Est-ce que vous avez joint tous ces manquements-là? Oui, absolument. La Cour, le Conseil constitutionnel, autant pour moi, va être saisi de tous les manquements qui ont été là. Nos avocats sont déjà en train aussi de travailler sur le dossier. Nos mandataires aussi y travailleront. Parce que, rappelez-vous, le Conseil constitutionnel statue en tant que juridiction. Maintenant, c'est à lui de valider en fait les élections, d'annuler tout au parti du scrutin. Maintenant, eu égard à tout ce qui s'est passé, le Conseil constitutionnel, à vous entendre délibérer à chaque fois en faveur du pouvoir. Est-ce que vous avez bon espoir de... Je ne sais pas s'ils ont d'ailleurs le choix. Lorsque vous avez en fait des violations aussi flagrantes que ça,
de la loi électorale. Je ne sais pas si vous avez le choix, je pense que vous ne pouvez faire qu'annuler. Parce que dans notre cas de figure, je ne sais pas comment on pourra justifier effectivement cela. Parce que dans le cadre de cet avis-là, on ne sait pas exactement. Le Conseil constitutionnel n'a jamais dit que lui modifiait les lois. C'est l'État qui a considéré que c'était un avis et que cet avis-là suffisait pour modifier la loi électorale, ce qui n'est pas le cas. Certainement, d'ailleurs, le Conseil aura l'occasion d'y revenir. Mais aujourd'hui, effectivement, je comprends la crainte que vous avez. Ce qui nous manque, vraiment ce qui nous manque, c'est qu'au plan politique, aujourd'hui, Mamadou Dia nous manque, et au plan de la distribution de la justice, Kéba Mbaye nous manque. Le juge Kéba Mbaye, effectivement. Maintenant, je pense que ça, c'est le côté administratif, le combat administratif. Est-ce que vous prévoyez de mettre en place un combat politique? Oui, aujourd'hui, vous avez vu ici et là, ce n'est pas encore formalisé, vous avez vu ici et là beaucoup d'initiatives, beaucoup d'appels à une sorte de l'unité de l'opposition pour faire face. Autour de Wade, oui, il y en a qui proposent que ça se fasse autour de Wade, il y en a qui proposent aussi d'autres voies de recours. Mais en tous les cas, il y a aujourd'hui une nécessité, au moins sur le calendrier républicain, sur le processus électoral, sur en fait une certaine réclamation une demande, une revendication de transparence de la sphère électorale, il y a un besoin absolu d'unité de l'opposition. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des batailles que nous devons mener. Il faut aujourd'hui mener la bataille pour le départ d'abord de Abdoulaye Daouda Diallo, de la tête du ministère de l'Intérieur. On ne peut pas continuer, effectivement. Il y a eu énormément de mauvaises expériences. Quelqu'un ne peut pas avoir fait ces élections comme ça, avec autant de scandales qui ont généré tout le processus électoral et être maintenu à la tête de ce ministère-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on retourne au statu quo ante. Il faut qu'on fasse de sorte que celui-là qui va être le ministre de l'Intérieur, en tout cas chargé des élections, soit neutre dans tout le processus électoral. Il nous faut aujourd'hui renforcer l'autonomie du Sénat et renforcer aussi les pouvoirs du Sénat et réfléchir aussi sur le mode de désignation des membres justement de la Sénat, excusez-moi, donc de la Sénat. Et la dernière chose effectivement qu'il nous faut absolument réussir, c'est réformer la justice constitutionnelle en matière justement électorale. Il y a des choses qui se sont passées. Je pense qu'en fait, ça n'honore pas le Sénégal et c'est même un recul démocratique absolu. Nous n'en étions pas là, nous n'avons jamais été là. Et la dernière chose aussi, évidemment, maintenant, vraiment cette fois-ci, c'est la dernière, c'est qu'il nous faut aussi renforcer la loi, en tout cas préciser, apporter plus de précision sur la loi et sur l'accès aux médias durant la période électorale. Nous allons en venir le rôle des médias, mais là, ce n'est pas l'appréciation qu'en fait les observateurs de la CEDEAO. Ils ont certes constaté des manquements, mais ils ont dit que l'élection s'est passée en général. Oui, mais ça aussi, on est habitué à faire cela. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vient dans un pays, ça c'est le Sénégal. Nous avons en fait un certain nombre d'acquis, à la fois sociologiques, mais aussi en matière électorale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de violence, ce n'est pas parce qu'il y a un calme que les élections se sont bien passées. Non, il faut aujourd'hui arriver à évaluer ce qui s'est fait. Et ces gens ne font que rendre compte de ce qu'ils ont vu. Effectivement, ils sont venus, ils ont vu que des gens, et eux-mêmes le disent, il y a eu des manquements. Maintenant, le problème, c'est quelle est l'ampleur de ces manquements-là. Et ça, c'est le rôle justement du Conseil constitutionnel. Et j'espère que le Conseil constitutionnel dira le droit dans cette matière-là. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de la presse dans la couverture de la campagne et même de la proclamation des résultats. Vous partagez la même réflexion que Jean-Paul Diaz, qu'il y en a qui sont pour le pouvoir? Il y a eu, et depuis un certain temps, je pense qu'il y a d'ailleurs de façon générale toute une réflexion à mener sur notre vie publique et sur la vie médiatique. Effectivement, il y a un certain nombre de griefs et de problèmes en fait qui sont soulevés. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas les politiques qui le disent, c'est les journalistes eux-mêmes qui le disent. On a effectivement un certain nombre de difficultés. Maintenant, aujourd'hui, il faut quand même avoir cette fierté-là pour notre presse. Depuis 2000, bien avant 2000 d'ailleurs, la presse a joué un rôle d'avant-garde, a joué un rôle d'alerte au niveau de tout ce qui s'est passé et dans tous les grands événements politiques qu'il y a eu au Sénégal. Je pense effectivement qu'il faut féliciter la presse, il faut la renforcer. Il faut la renforcer en moyens, il faut la renforcer en subvention. Et une subvention, ce n'est pas de l'aide. Ce qu'on appelle l'aide à la presse, le terme est galvaudé, le terme est mauvais, le terme est inapproprié. Déjà que dans le nouveau code de la presse, ça a été modifié. On parle d'assistance plutôt. Ce n'est même pas une assistance, c'est la presse qui assiste la démocratie. Effectivement. Regardez, lorsqu'il y a une liberté publique,
une liberté consacrée par la Constitution. En fait, l'État doit veiller à ce qui aide à la réalisation de cette liberté et à la protection de cette liberté, à la mise en œuvre de cette liberté, soit dans de bonnes conditions. C'est pour cela que lorsque quelqu'un ouvre une école privée, l'État le subventionne. Pourquoi? Parce que nous avons tous droit à l'éducation, nos enfants ont droit à l'éducation. Donc celui-là qui ouvre une école pour permettre d'accomplir, de réaliser ce droit à l'éducation, celui-là est subventionné par l'État. Donc, de la même façon aussi, lorsque quelqu'un participe à la réalisation, à la mise en œuvre de la liberté d'information et de l'information plurielle, l'État a l'obligation de l'appuyer en moyen pour qu'il aide les citoyens à accéder à cette information plurielle. Donc, ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas de l'aide, c'est une subvention que l'État fait à quelqu'un qui l'aide, lui, à réaliser une liberté qui est consacrée par la conscience. Donc, effectivement, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Le respect de l'information, le droit à l'information, le droit à une information plurielle. Maintenant, moi, le débat que je posais, ce n'est pas à ce niveau-là. Le débat que je posais, c'est un débat autre. C'est que, par des moyens, aujourd'hui, on arrive dans une démocratie à faire des ruptures d'égalité sur la base, en fait, simplement des moyens. Lorsqu'on a fait le référendum, il n'y a eu aucun accès de l'opposition au niveau de la presse. Surtout de la presse d'État. On a considéré qu'on couvrait simplement des activités du président de la République qui lui faisait campagne pour lui. Cette fois-ci aussi, il y a eu cet égal accès. Mais qu'est-ce qu'on a fait par contre? C'est qu'on a permis justement au pouvoir de payer des publics reportages dans certaines télés. Ce n'est pas la faute de la télé. Une télé, c'est une entreprise qui cherche de l'argent. Mais on a permis à l'État, au président de la République notamment, de payer des publics reportages pour rappeler son bilan, tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années-là. Il y en a même qui disent qu'il se trompait d'élection. On n'était pas à des élections présidentielles. Malheureusement, on n'était pas dans une élection présidentielle, on était à, à des élections législatives. Et à 2 reprises, la justice nous a rappelé au président de la République qu'il n'avait pas le droit de s'impliquer dans un scrutin législatif. Voilà, le maire Khalifa Sall est élu et devrait bénéficier de son immunité parlementaire. Vous vous attendez à présent à quelle réaction de la justice? À une libération? Alors, ce que je sais depuis le départ, c'est que Khalifa Sall n'a jamais été en prison et n'est pas en prison pour des raisons liées au droit ou à la loi. Il est en prison par la volonté d'un homme. Quelqu'un a décidé à un certain moment de le mettre en prison, il l'a mis en prison. Un point, un tiré. Aujourd'hui, normalement, dans l'esprit et dans la lettre de la loi, il doit être libéré. Parce qu'en fait, d'abord, premièrement, il faut savoir que l'immunité parlementaire ne protège pas un député. L'immunité parlementaire protège l'Assemblée nationale. Historiquement, c'est ça, en fait, le fondement de l'immunité parlementaire. Premièrement. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'au fond, l'immunité parlementaire n'arrête pas la procédure. La procédure peut continuer. Les gens peuvent continuer à faire leur enquête et autres. Mais l'immunité parlementaire arrête toutes les mesures de coercition qui sont menées contre quelqu'un qui est élu député à l'Assemblée nationale. Or, la détention provisoire est une mesure de coercition. Donc, toutes les mesures de coercition doivent être cessées dès la proclamation définitive des résultats, parce que dès la proclamation définitive des résultats, Khalifa Sall est candidat et député à l'Assemblée nationale. Donc, il bénéficie de l'immunité parlementaire et de l'inviolabilité parlementaire. Maintenant, votre solution radicale, d'accord, je dirais que votre solution radicale pour sortir Khalifa Sall de prison, c'est de le proposer comme futur président de l'Assemblée nationale, qui devrait être constaté par huissier. Non, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être candidat même à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Oui, parce que même si vous êtes arrêté, même qu'est-ce que ça vous continuez à être député? Ça veut dire qu'à partir de la proclamation du résultat, on aura quelqu'un qui a d'abord une légitimité démocratique départementale, donc communale, parce qu'il est maire de Dakar, et aussi une légitimité démocratique nationale, parce qu'il est aussi élu député. Sur la liste nationale. Non, même député, n'importe quel député est député national. C'est-à-dire que ça, c'est très clair. Donc, il a le droit d'être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est juste une élection par les pairs, rien ne s'y oppose. Donc, il a le droit. Par contre, le président de l'Assemblée nationale n'est pas plus protégé que les autres députés. L'immunité parlementaire, il n'y a pas une immunité parlementaire spéciale pour le président de l'Assemblée nationale. Une immunité parlementaire, c'est une immunité parlementaire dont bénéficie. Mais on a dit que dès l'instant que vous êtes candidat, vous êtes tenu d'être présent au sein de l'hémicycle. Mais tout à fait. C'est pour cela qu'en réalité, même à ce niveau-là, c'est aujourd'hui pas simplement Khalifa Sall qui est interpellé. C'est vrai que je trouve que les élus locaux
ont raté une bataille, parce que la bataille de l'arrestation d'un maire, c'était la bataille de tous les élus locaux. C'est vrai qu'eux, ils nous ont raté cette bataille-là. Ils devaient lui apporter son soutien, ils devaient être là, ils devaient mener le combat avec... On a entendu l'UMS faire une déclaration de soutien. La simple déclaration, elle ne suffit pas. Je pense qu'à un certain moment, quand même, il y a des batailles de principe qu'il faut mener. Ce n'est pas des batailles personnelles, ce n'est pas des batailles individuelles. Parce que lorsque aujourd'hui un régime est là et est capable justement d'arrêter quelqu'un qui est élu maire par les populations de toute la région de Dakar dans les conditions que l'on connaît, et on ne se gêne pas à l'arrêter, il faut se dire que ça peut arriver à n'importe qui demain. Que ce soit ce régime-là ou un autre régime qui change. Donc, il y a des batailles qu'il ne faut pas mener en prenant en compte le caractère partisan de l'affaire, mais en prenant simplement en compte le caractère principiel des choses. Et le principe voudrait que quelqu'un qui bénéficie d'une légitimité, même si c'est une légitimité simplement géographique, confinée à une ville, même si la ville n'est pas la capitale du Sénégal, je pense en réalité il y a un certain nombre de réticents à mettre cette personne-là en prison. D'autant plus qu'on n'est même pas dans le cadre d'une condamnation, on est simplement dans le cadre d'une mesure préventive, il est encore en détention préventive. Maintenant, est-ce que le président de la République n'est pas en train de réussir sa promesse de Kaffrine, réduire toute l'opposition au néant, parce que l'opposition ne fait pas le poids apparemment face au président Sall? Non, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que lorsque vous parvenez, vous pensez que vous avez berné les gens, parce que simplement à un certain moment, vous en êtes arrivé à faire en sorte que, à prendre des mesures. Il ne faut jamais penser que c'est parce que vous êtes plus intelligent que les gens ou parce que vous êtes plus courageux que les gens. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous ne vous battez même pas avec votre force, vous vous battez avec la force publique. Et c'est simplement parce que les gens ont une certaine décence. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire par les valeurs qu'ils incarnent que vous faites passer un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand vous avez l'État, vous avez tous les moyens. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que vous ne pouvez pas ça, mais simplement par les valeurs qu'on incarne, par les valeurs que l'on revendique. Donc il ne faut jamais en fait être fier de soi lorsqu'on parvient à faire des coups qui font que vous êtes parvenu à tel ou tel autre résultat. Je pense d'ailleurs qu'il faut, chacun doit aller se regarder dans une glace, sérieusement, et regarder et voir si c'est vraiment lui. Et si vraiment il avait le droit de faire et de poser les actes qu'il a fait. Le reste maintenant, c'est que nous sommes dans des dérives autocratiques. C'est ça en fait le problème. Nous sommes totalement dans des dérives autocratiques. Un président de la République ne doit jamais avoir, jamais, je dis bien, jamais avoir pour mission et pour dessein de réduire l'opposition à néant. Pourquoi? Parce que simplement l'opposition aujourd'hui a un statut consacré par la Constitution et nous avons besoin, dans le cadre d'une démocratie plurielle, on a besoin justement d'une opposition. Lorsqu'en réalité tout se range derrière le pouvoir et tout se range derrière le président de la République, nous sommes en ce moment-là dans une menace et une atteinte aux libertés individuelles parce que chaque citoyen a le droit à un choix entre plusieurs offres plurielles. Effectivement. L'actualité, c'est aussi ces deux arrestations, celle de l'artiste Ami Collé Dieng et de la dame, Madame Ba. Comment est-ce que vous trouvez cela? Je ne sais pas ce que Ami Collé Dieng a fait aux yeux de la loi. Il y en a qui disent qu'il a offensé. Est-ce que si demain vous me dites que je suis un saï-saï, je vais porter plainte contre vous? Il faut vraiment faire attention parce qu'un saï-saï, c'est autre chose. Vous assistez à un match de football, Messi qui fait une bonne action, vous dites, ah, mais Messi, saï-saï, là, qu'est-ce que vous devez dire? Attention. Et dans ce cas-là, c'est positif. Donc, oui, vous faites très attention à ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi. La loi pénale, c'est la loi pénale. Et j'ai assisté vraiment à beaucoup de choses qui sont une violation justement des libertés individuelles. Je ne suis pas en train de défendre telle ou telle autre personne. J'ai dit juste qu'il faudra qu'on m'explique encore ce que Ami Collé Dieng a fait. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je ne peux pas encore l'accuser de situation délictuelle. Je ne le vois pas, en fait, je ne l'ai pas encore vu poser un acte délictuel, premièrement. La deuxième chose, c'est que je considère en tout cas que lui, elle parlait dans le cadre d'un forum privé. Effectivement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a publié. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de délictuel dans cette affaire-là, c'est celui-là qui a procédé à la publication de cet acte. Maintenant, la dame, l'autre dame que j'ai vue, au-delà d'ailleurs de la poursuite judiciaire, ça nous interpelle nous tous. Parce qu'en tout cas, ce que j'ai entendu, moi, que j'ai écouté et que j'ai entendu, est une menace à notre stabilité sociale. Effectivement. Je pense qu'il faut décourager de tels actes. Il y a une œuvre pédagogique. Nous avons tous une mission pédagogique à ce niveau-là parce que nous sommes en train justement d'entrer sur un terrain qui n'a jamais été le nôtre. D'accord. On est à terme de cet entretien. Votre dernier mot?
C'est juste souhaiter que dans le cadre justement de cette affaire-là, que le Sénégal puisse rester le Sénégal. Point. Je veux que le Sénégal reste le Sénégal. Nous avons encore énormément de défis. Depuis un certain temps, nous sommes en train de reculer. Nous ne sommes plus des exemples. On cite d'autres pays à notre place. Le Bénin, le Cap-Vert, le Mali, le Botswana, le Ghana et autres. Le Sénégal n'est plus cité parce que nous sommes dans des reculs démocratiques. Nous sommes dans des reculs démocratiques. Il faut que le pays puisse se reprendre. Il faudrait que nous revenons à un certain esprit fair play et au respect des règles démocratiques. La dernière chose, c'est qu'il nous faut retrouver notre justice. Et tous les problèmes là que nous avons, c'est que nous sommes en crise de confiance vis-à-vis de notre justice. Et ça, je ne parle pas de moi. Je connais bien les gens de la justice. Il y a des gens à qui je peux absolument faire confiance. Mais nos citoyens, de plus en plus, perdent confiance à la justice. Regardez simplement le commentaire qu'on fait. Lorsque vous dites d'ailleurs que nous saisissons le Conseil constitutionnel, les gens vous disent vous perdez votre temps. Ça, c'est grave. Lorsqu'on en arrive à faire ce respect-là, à manquer à ce niveau-là, à manquer autant confiance aux institutions judiciaires, aux services publics de la justice, effectivement, nous avons un certain nombre de problèmes. Le dernier point que je voulais soulever, je le répète encore, Mamadou Dia nous manque, Kéba Mbaye nous manque. Mamadou Dia nous manque, Kéba Mbaye nous manque. Je pense que c'est entendu. C'était exclusif avec Moussa Tine de Alliance Pencco et aussi membre de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Prochainement dans Exclusive, chers internautes, merci et bonsoir.